Salut tout le monde, bienvenue à Lire entre les lignes. Je suis votre hôte Laurie et aujourd'hui, vous l'aurez probablement deviné avec le titre, j'ai comparé le livre Le voleur de foudre et son film. C'est le premier tome de la série de Percy Jackson. Vous vous souviendrez que dans l'épisode que j'ai fait sur la redirection du podcast, en fait, je m'étais laissé la porte ouverte à faire quelque chose du genre justement, comparer un livre et son film, mais je voulais pas faire que ça avec mon podcast. Puis là, justement, c'est que je suis en train d'écouter les livres audio de Percy Jackson et je me suis dit, tant qu'à être dans cet univers-là en ce moment, puis d'avoir les informations fraîchement dans ma tête, je vais faire des épisodes là-dessus. Au départ, je pensais d'en faire 5. Puis là, après ça, j'ai réalisé que il y avait seulement deux films. Fait qu'il y en aura au moins 2. Et je tiens à préciser que je n'avais pas parlé de la série. La raison est très simple. Je n'ai pas encore écouté la série, donc ça va un peu mal d'en parler si je l'ai pas écouté. Donc, c'est ça. Fait que j'ai vraiment comparé juste le livre et le film. Attendez-vous à un épisode long parce qu'il y en a des choses à dire. Fait que je me lance. Je tiens à faire un avertissement que pour ceux et celles qui n'auraient pas encore lu le livre et qui prévoient le lire, je vous conseillerais de pas écouter l'épisode parce que je vais quand même assez en profondeur. Je prends vraiment plein de points à travers le livre. Puis à la fin de l'épisode, il y a plein d'affaires que vous allez savoir qui vont un peu comme gâcher la lecture, votre première lecture. Donc si c'est pas déjà lu, je vous conseille de pas écouter l'épisode. Revenez-y quand vous l'aurez fini en fait. Donc c'est ça, je me lance dans la comparaison. Je m'étais entre autres fiée à ce que je me rappelais, mais aussi à une source. C'est Wiki Demi-Dieu. Et il avait quand même fait une très bonne liste. Ils avaient divisé en différences de personnages, différences de lieux, différences sur les événements. Puis c'est cool. Par contre, je m'en suis beaucoup inspirée, mais j'ai pas vraiment... Je vais pas y aller en divisant en faisant trop partie, bref, parce que il y a quand même plein d'affaires qui s'entrecoupent, que oui, il y a certains points que c'est juste par rapport à, par exemple, comment ressemble un personnage, mais c'est les différences sur les lieux puis les différences sur les événements s'entrecoupent beaucoup, et parfois il y a certains personnages qui apparaissent dans le livre qui n'apparaissent pas dans le film. Donc, c'est effectivement sur les événements, les différences sur les événements et sur les personnages s'entrecoupent aussi. Et, fait que c'est ça. Bref, tout ça pour dire, je me suis beaucoup inspirée de leur liste. Je mettrai la référence dans justement la petite boîte, la description de l'épisode. Je m'en suis beaucoup inspirée aussi de ce que je me rappelais du livre et du film. Et, c'est ça. Fait que je me lance pour de vrai. Donc, premièrement, dans la série de livres, les personnages commencent à 12 ans et ils finissent autour de, genre, justement, 17-18 ans, me semble. Fait que Percy Jackson, dans le premier livre, il y a 12 ans. Tandis que dans le film, ils ont tous l'air d'être des adolescents, 17 ans, 18 ans. Ils finissent le secondaire à la limite, peut-être qu'ils commencent à cégep, genre, en tout cas, vous comprenez le point que on dirait qu'ils sont tous des jeunes adultes. C'est clairement pas la même tranche d'âge dans le livre que dans le film. Dans le livre, ils vont au musée. Dans le livre et dans le film, ça se passe qu'ils vont au musée. Puis dans un musée qui parle de mythologie grecque.
Et dans le livre, Percy Jackson est vraiment intéressé par ce que dit son professeur. Je me rappelle plus c'est quoi le nom qui est donné à ce professeur-là dans le livre, mais turns out c'est Chiron qui est un centaure, donc un mi-homme, mi-cheval, et sous sa forme humaine, il est dans un fauteuil roulant. Puis c'est un prof à Percy Jackson, mais ça, je me rappelle pas de son titre de professeur. Mais fait à ce moment-là, j'ai juste l'appelé son professeur Chiron, mais c'était pas ça son nom dans le livre. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Donc, Percy est vraiment intéressé par ce que dit son professeur Chiron. C'est un de ses professeurs préférés. À ce moment-là, il sait rien du monde de la mythologie. Tout ce qu'il sait, c'est justement ce qui se fait apprendre à l'école. Pour lui, c'est des mythes et tout et tout. Et justement, il est vraiment intéressé, surtout qu'il aime beaucoup ce professeur-là. Je passe sur une autre tangente rapidement avant de revenir sur celle-là. Mais justement, dans le livre, c'est vraiment le fun de voir la relation entre Percy et son professeur Chiron. Parce que veut pas, Chiron, il sait déjà que Percy, il est un demi-dieu, mais Percy, il le sait pas. Mais il y a quand même une bonne relation avec Chiron, parce que Chiron, justement, dans ses cours, une des façons d'apprendre, c'est ils font des batailles d'épée, mais comme c'est pas des batailles à l'épée dangereuses. Ils font différentes affaires que faisaient comme les gens dans la mythologie grecque. C'est comme une des façons d'apprendre. Puis ça, c'est pas là dans le film. C'est juste, on voit un peu Chiron, puis ça s'arrête là, genre en tant que professeur. Bref, fait que là, je reviens sur la tournée du musée sur la mythologie grecque. Ce que je disais, c'est que Percy, dans le livre, il aimait beaucoup, il écoutait vraiment. Tandis que dans le film, ben, il y a ses écouteurs dans les oreilles, il y a personne qui écoute. Et à un moment donné, le professeur Chiron demande une question à Percy. C'est Grover. Grover, c'est le meilleur ami de Percy. On apprend plus tard que c'est un satyre. Donc, un mi-homme, mi-chèvre. Bref, à ce moment-là, c'est juste un garçon avec des béquilles. Donc, son meilleur ami, Grover, dans le film, ben, il lui donne un coup de coude pour lui dire « Le prof te pose une question. » Percy enlève ses écouteurs, demande au prof de renommer la question, et il répond par la suite. Fait que, on sent qu'il écoute pas. Dans cette même tournée-là du musée, il y a une autre prof qui est là pour superviser le groupe. Je me rappelle pas de son nom, mais turns out, c'est une harpie. Donc, dans le livre et dans le film, la prof demande à Percy de lui parler. Donc, elle l'amène dans une autre salle. Dans le livre, Percy se rend compte que, genre, elle a tendance à disparaître, comme à marcher vraiment vite. Il y a même pas le temps de faire 2 pas qu'elle réalise qu'elle est vraiment plus loin, qu'elle a monté des marches, tout ça. Puis, dans une autre salle, elle commence à lui demander où est-ce que c'est, et elle se transforme en harpie. Et toujours dans le livre, Percy la tue, la harpie, et lorsque il ressort pour retrouver Grover et son professeur Chiron, les deux font semblant de pas comprendre c'est qui cette professeure-là, parce que genre Percy leur mentionne « Hey, cette professeure-là est bizarre, il vient de m'arriver de quoi, genre de full bizarre avec elle. » Puis Grover puis Chiron, ils sont comme « Quel prof? De qui tu parles? C'est peut-être une de tes anciennes profs, mais elle n'a jamais travaillé ici. » Même que tous les autres étudiants, quand ils parlent de cette prof, Percy Jackson, quand ils parlent de cette prof-là, tous les élèves sont « Ah, ben non, de qui tu parles? T'es vraiment bizarre. » Même que Percy Jackson, il se fait vraiment gaslighter par Grover puis Chiron. Parce que Percy se rend compte que Grover, il a pas tant de poker face, mais pendant plusieurs semaines, même quelques mois, il se fait vraiment gaslighter par Grover et Chiron pour dire que non, ça n'existe pas. Puis pour le reste de l'école, Percy Jackson pensait vraiment qu'il faisait une joke. Mais en fait, on apprend plus tard que c'est ce qu'on appelle la brume. Donc, la brume, sur les humains, ça fait en sorte qu'ils voient quelque chose d'autre. En fait,
leur cerveau travaille pour faire en sorte de transformer les images qu'ils voient pour que leur cerveau les comprenne. Puis là, ben, plus particulièrement dans ce cas-là, la brume fait en sorte que ils ont oublié l'existence de cette prof-là. Eux, dans la tête de la majorité des élèves, elle n'a jamais existé et l'autre professeur a toujours été là, la remplaçante de cette professeure-là, en fait. Et fait que dans le fond, dans le livre, Percy Jackson tue l'harpie durant la tournée du musée. Puis après ça, pendant des mois, il est comme, ok, je suis peut-être en train de devenir fou, qu'est-ce qui m'arrive? Tandis que dans le film, c'est pas Percy qui la tue, en fait, et Chiron et Grover arrivent et Chiron la menace et elle s'enfuit. Donc, dans le film, après ça, justement, pour poursuivre un peu là-dedans, après cette rencontre-là, Grover amène Percy chez sa mère pour lui dire qu'ils doivent partir et c'est Sully, je pense. En tout cas, la mère à Percy comprend le message. Ils partent les trois sur la route, puis Percy comprend pas trop ce qui lui arrive. En fait, dans le film, ce qui se passe, c'est que justement, ben là, ils partent à la trombe, ils partent sur la route et la mère à Percy lui raconte un peu en fait, t'es pas un humain normal, t'es un demi-dieu. Percy Jackson, je comprends pas pourquoi je dis toujours Percy Jackson, parce qu'on sait que c'est Percy Jackson. Bref, Percy, il veut pas trop comprendre tout ça. Et sur la route, il rencontre le Minotaure. Et les trois courent pour se rendre jusqu'au camp des Sans-Mêlés, qui est une sorte de camp de vacances pour les demi-dieux. La mère à Percy ne peut pas rentrer sur le camp parce qu'il y a une sorte de protection qui protège le camp des personnes qui ne sont pas des demi-dieux ou des créatures qui sont invitées. Donc, la mère à Percy n'est pas invitée à aller sur le camp. Et le Minotaure arrive, il prend la mère de Percy en otage et la fait disparaître dans une brume. Et Percy tue le Minotaure après ça. Dans le livre, c'est vraiment pas ça qui arrive. Dans le film, vraiment, c'est comme ça s'enchaîne, là. Fait qu'il y a la tournée dans le musée. Il y a l'harpie que Chiron fait s'enfuir. Grover emmène Percy chez sa mère, il part vers le camp. La mère peut pas y être... Je recommence ma phrase. Bref, ça s'enchaîne, tout ça. Tandis que dans le... en fait, c'est ça que je veux dire, ça s'enchaîne vraiment. Puis on dirait quasiment que la visite au musée, c'est dans la même journée que Percy tue le Minotaure et que le Minotaure fait disparaître la mère à Percy. Tandis que dans le livre, c'est vraiment étalé sur des semaines, quasiment des mois. Parce que, dans le fond, c'est ça. Comme je le disais un peu tantôt, il y a la tournée du musée. Percy Jackson, on dirait qu'il devient... Il sent qu'il devient fou parce que il est sûr que cette prof-là, elle a existé. Il sait qu'il l'a tuée. Il sait que les deux personnes qui pourraient détenir la vérité lui mentent parce qu'en fait, il les entend parler à un moment donné dans une classe. Il entend Grover et son professeur Chiron parler de lui. Puis là, il est comme, ok, ben là, je sais qu'il me mentent. Fait que là, il se remet encore plus en question. Et sa mère, Percy et sa mère, en fait, ils partent... je m'en souviens plus dans quelle ville, mais ils partent comme c'est une de leurs traditions, mère-fils. Ils partent sur le bord de la plage, toujours dans le même petit genre type de motel, quelque chose du genre sur le bord de la plage. Et Percy Jackson commence à poser des questions à sa mère. Sa mère ose pas trop répondre à ses questions. Et c'est à ce moment-là que Grover vient frapper à la porte et dire « Là, il y a quelque chose qui se passe, ça va pas bien. » Justement, juste avant, Percy Jackson a fait un rêve
un mauvais rêve sur lequel, sur la plage, un cheval et un aigle se battent. Et il y a beaucoup d'orages, un peu comme dans... Bref, ça. Fait qu'il fait un mauvais rêve, Grover vient frapper à la porte après ça pour leur dire faut qu'on y aille. Et justement, c'est un peu la même chose de... c'est à ce moment-là, en fait, c'est quand ils sont sur la plage, dans le motel proche de la plage, que là, ils partent et se dirigent vers le camp des Sans-Mêlés. Le Minotaure les poursuit, fait disparaître la mère à Percy, tue le Minotaure et ben ça, il est vraiment triste que sa mère soit disparue parce que lui, dans sa tête, sa mère est morte. Donc, c'est une grosse explication, mais c'est quand même une des grandes parties, genre, c'est quand même, bref, j'ai continué. Après ça, justement, il y a une partie de, dans le fond, c'est Porte-l'étendard, là. C'est un jeu où ce que c'est un peu comme, je me souviens plus du nom, du jeu. Mais tu sais, c'est 2 équipes. Chaque équipe, cache un flore dans la forêt à la couleur de leur équipe et l'autre équipe doit aller voler le flore de leur adversaire. Là, c'est la même chose mais avec un étendard. Et je revenais un peu plus par en arrière parce que pour mieux comprendre cette différence-là. Percy Jackson arrive sur le camp des Sans-Mêlés et il y a une différence que je m'étais pas notée, mais qui vient de me popper en tête, là. Justement, Grover lui fait faire le tour du camp et ils font, entre autres, la rencontre de Chiron, mais sous sa vraie forme, en tant que centaure, donc mi-main, mi-cheval. Là, ben, Percy Jackson est étonné, bien évidemment, il lui pose des questions, puis il dit « Ah, est-ce que vous êtes le seul sur le camp? » Et Chiron lui dit « Oui, je suis le seul, les autres sont souvent plus violents, sont moins enclins à être amis avec les humains ou les demi-dieux. » Tandis que dans le film, on voit que Chiron arrive avec une bande de centaures, donc, qui sont assez friendly en fait avec les humains. Et après ça, fait que c'est assez différent entre justement le livre et le film. Une autre petite c'est pas une petite différence parce que genre dans le livre, Percy fait la rencontre de Luc, un des personnages principaux, ben pas principal mais secondaire, parce que en gros comment fonctionne le camp, c'est que il y a 12 bungalows, donc 12 places où les jeunes peuvent aller dormir. Par contre, c'est pas eux qui choisissent où ils vont dormir. C'est vraiment les dieux qui doivent dire oui, cet enfant-là m'appartient, si on peut dire. C'est un peu entre gros guillemets. Fait que ils doivent revendiquer leur enfant. Fait que tant que, par exemple, Aphrodite dit ça c'est mon enfant, donc il peut aller et ça c'est mon enfant, ou par exemple non, Héra dit oui ça c'est mon enfant, donc chaque enfant va dans le bungalow qui représente leurs parents divins, mais tant que les parents divins n'ont pas fait ça, tous les jeunes qui sont pas encore revendiqués vont dans le bungalow à Hermès, parce que Hermès, c'est entre autres le dieu voyageur, et vu que c'est le dieu voyageur, il protège aussi tous les voyageurs, les personnes qui sont un peu, qui ont pas vraiment de maison. Donc, c'est un peu logique que tous les jeunes qui sont pas revendiqués aillent dormir là. Tandis que dans le film, ben, direct au départ, Percy sait que c'est qui est l'enfant de Poséidon. C'est vraiment plus tard, et justement, je vais enchaîner avec le jeu du porte-étendard. C'est à la suite de ce jeu-là qu'il apprend, et cette soirée-là, qu'il apprend que c'est le dieu de Poséidon. À un moment donné, il était un peu rembougri de
je veux pas rester dans ce bungalow-là, ça me dérange pas, je commence à me faire des amis, mais comme, je trouve ça plate que mon parent divin veuille pas, de moi, et, à un moment donné, ben, pas c'est donc le revendique. Fait que, tu sais, ça se passe un peu différemment dans le livre, ben, un peu beaucoup différemment dans le livre et le film. Tandis que dans le film, c'est déjà de base. Mais là, dans le film, ça prend plusieurs jours avant, dans le livre, ça prend plusieurs jours avant, qu'il soit revendiqué. Et justement, ben, la rencontre de Luc se fait parce que justement Luc c'est un des enfants, un des fils de Hermès et c'est un peu le chef du bungalow des Hermès, donc il accueille Percy Jackson et durant le jeu des étendards, dans le film je trouve ça un peu poche parce que justement dans le livre en fait comment se passent les jeux, c'est que il y a les différents bungalows font des alliances. Donc dans les jeux, ils vont s'allier ensemble. Donc par exemple là, le bungalow des Hermès font une alliance avec entre autres le bungalow des Athéna, des enfants de Athéna, dans les bungalow dans lequel est Annabeth, donc qui est un des autres personnages importants de l'histoire. Et dans le livre, durant le jeu, Percy Jackson se fait battre par Clarisse parce que il y a une altercation dans le livre un peu plus tôt. Percy Jackson a réussi à battre Clarisse. Clarisse qui est une des filles de Arès, donc elle n'est pas habituée à se faire battre. Donc là, elle et quelques-uns de ses frères et sœurs vont battre Percy Jackson durant le jeu des étendards. Et justement, c'était la tactique de Annabeth pour gagner la partie, parce que justement, elle comptait sur Clarisse et ses amis pour être distraits et aller battre Percy Jackson, et ils réussissent à avoir l'étendard comme ça parce qu'ils ont distrait justement Clarisse. Tandis que dans le film, durant les jeux, l'équipe à Luc vont prendre Percy parce que Chiron dit voici Percy Jackson, c'est un nouveau jeune, quelle équipe veut le prendre? Et Luc il dit je vais le prendre, et genre tu sais c'est un peu l'équipe des bleus et il y a l'équipe des rouges dans laquelle fait partie Annabeth, fait qu'ils sont opposants. Et dans le film, vers la fin du jeu, justement, Percy, il voit l'étendard, il est prêt à aller chercher. Annabeth arrive, ils se combattent. Annabeth semi-gagne. Percy Jackson prend des forces en touchant de l'eau. Il se relève, bat tous les jeunes et réussit à prendre l'étendard. Fait que c'est une autre différence dans le livre. Puis là, cette soirée-là, après l'étendard dans le film, il y a un feu de joie un peu, et Hadès apparaît dans le feu pour parler à Percy Jackson, ce qui n'arrive pas dans le livre. C'est pas quelque chose qui arrive, en fait. Et Percy, Grover et Annabeth se voient donner une quête. Je me rappelle plus ce que j'ai noté dans mes notes, mais bref, quand je vais le retrouver, je vais vous en dire un peu plus à ce moment-là. Mais bref, ils se font donner une quête, ce qui est pas le cas dans le film. Dans le fond, Percy, dans les deux cas, Percy il veut partir avec la volonté de retrouver sa mère, mais dans le livre, il reçoit une quête, donc il y a une raison pour qu'il sorte du camp avec Annabeth et Grover, tandis que pas dans le film. Dans le film, dans le fond, il décide sur un coup de tête d'y aller, il essaie de sneak out. Annabeth et Grover le voient vouloir partir, puis ils sont comme on va venir avec toi, t'as pas vraiment le choix. Et avant de partir, dans le film, ils vont voir Luc pour savoir s'il y aurait quelque chose qui pourrait les aider à
à leur permettre, en fait, d'aller dans les enfers. Donc, Luke, premièrement, leur donne une carte sur laquelle est non seulement placer la porte des enfers, mais aussi 3 spots pour trouver des perles. Ces perles-là sont quand même importantes, autant dans le livre que dans le film, mais c'est pas la même importance. Donc, dans le film, mais en fait, ces perles-là, dans le film, c'est pour pouvoir... dans les deux cas, c'est pour pouvoir sortir des enfers. Par contre, dans le film, c'est des perles, quand ils pèlent dessus, ils ont juste à imaginer où ils s'en vont, puis ils peuvent s'enfuir. Mais pour les... et c'est ça. Puis dans le film, les perles pour s'enfuir des enfers, c'est un cadeau de Poséidon. Donc, quand ils pèlent dessus, ils vont retourner à la mer et non pas où ce qu'ils veulent aller. Et aussi, dans le film, Luke leur donne une armure et des chaussures volantes. Dans le livre, c'est seulement les chaussures qu'il reçoit et aussi une armure. Dans le film, Luke leur donne une armure et des chaussures volantes. Dans le livre, c'est seulement les chaussures et au départ, c'est vraiment destiné à Percy, mais dans le livre, ces chaussures-là sont seulement utilisées par Grover parce que vu que c'est des chaussures qui volent, ça l'amènerait Percy dans le territoire de Zeus, donc le ciel, et ça donnerait le droit aux dieux de le tuer. Même que dans le livre, les chaussures amènent quasiment Grover à tomber dans les falaises des enfers, ce qui est pas bon. Aussi, un petit fait random que j'ai quand même trouvé important dans les livres, c'est que les noms, ils ont une importance. Et quand on nomme un dieu ou un lieu important dans la mythologie grecque, il peut avoir des répercussions et c'est ça. Dans le film, les parcs Monsieur D, donc le dieu Dionysos, qui est aussi le directeur du camp des Sans-Mêlés, Clarisse et Argos n'apparaissent pas. Argos, c'est un monstre avec plusieurs yeux qui s'occupe entre autres de conduire, d'être un peu un conducteur. Puis Clarisse a quand même un rôle important surtout dans le début de l'histoire. Entre autres dans c'est que c'est pas elle la personnage la plus importante du livre, mais elle est quand même très présente parce que dans la suite dans les autres livres, elle a encore une plus grande importance. Donc, c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas là. Dans le film, Méduse est... ok, parce que c'est un des pit stops de la quête de Percy, Annabeth et Grover, c'est le repère de Méduse. C'est un pit stop autant dans le livre que dans le film, mais c'est pour des raisons un peu différentes. Dans le fond, Percy, Annabeth et Grover, dans le livre, veulent se rendre directement aux enfers. Donc, ils doivent vraiment traverser les États-Unis, mais ils veulent y aller de façon le plus directe possible. Et à un moment donné, je pense que ça, ils se déplaçaient en autobus, c'est ça que je voulais dire. Et il y a des monstres qui arrivent dans leur autobus. Il y a un combat, l'autobus n'est plus fonctionnel et Percy, Annabeth et Grover s'enfuient dans les bois. Ils vont retrouver justement un petit dépanneur qui a de l'air un peu à l'abandon, mais ils vont quand même y aller et ils vont rencontrer une dénommée Tati M et elle va leur faire de la nourriture, tout ça. C'est une vieille petite dame, toute chétive. Elle a pas, dans le livre, elle prend vraiment pas beaucoup de place. Justement, elle porte un voile sur sa tête. C'est une vieille femme. Elle prend soin d'eux en barrant la porte du dépanneur quand ils rentrent, ce qui est louche. Justement, genre, à un moment donné, ils réalisent que c'est
Méduse, ils réussissent à lui couper la tête. Tandis que dans le film, en fait, c'est ça, c'est un des, dans le fond, cette place-là, c'est un des endroits où ce que les trois jeunes savent qu'ils vont trouver une des perles. Et donc, ils s'arrêtent pour essayer de la trouver. Ils se divisent et réalisent qu'ils sont sur le territoire de Méduse quand ils remarquent qu'il y a plein de statues de pierre. Et ils vont rencontrer, genre, Annabeth va rencontrer une madame qui est paniquée, qui s'enfuit, et la madame et Annabeth vont tomber sur Méduse. La madame va être transformée en statue de pierre. Et, genre, j'essaie de faire ça vite, mais ça, ils réussissent à tuer Méduse aussi. Ils trouvent la perle et je m'excuse. Et il garde la tête de Méduse comme arme. Ce qui est pas fait dans le livre. En fait, ce qui se passe dans le livre avec la tête de Méduse, c'est que Percy, je me rappelle plus exactement pourquoi, mais Percy, à ce moment-là, il est fâché contre les dieux. Puis il décide... c'est ça. Une des différences, justement, entre le... Je m'en vais un peu sur une tangente, mais c'est pour revenir après ça sur pourquoi, qu'est-ce que fait dans le livre Percy avec la tête de Méduse. C'est que dans le film, tout ce qui est dit, c'est que les dieux n'ont pas le droit de voir leurs enfants, ce qui expliquerait pourquoi Percy et les autres enfants n'ont jamais rencontré leurs parents divins. Ce qui est pas le cas dans les livres. En fait, dans les livres, les parents divins, ils ont le droit de rencontrer leurs enfants. L'affaire, c'est que c'est qu'il y a un pacte des trois grands, donc les trois plus grands dieux, donc Zeus, Hadès et Poséidon. Ce pacte-là, en fait, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire des enfants parce que ces enfants-là, il y aurait beaucoup trop de pouvoir et c'est ça, on se rend compte que Poséidon, clairement, Poséidon n'a pas respecté ce pacte-là parce que Percy Jackson existe, donc il n'a pas respecté ce pacte-là. Puis il me semble que justement, il est fâché par rapport à ça, donc il va prendre la tête de Méduse, il va le mettre dans un colis et il va là les demi-dieux, je tiens à spécifier, ils ont pas les mêmes méthodes d'envoi postaux que les humains parce que on s'entend qu'une tête de Méduse, ça fait bizarre dans la poste normale humaine, mais c'est ça, il envoie par la poste Iris, je pense, ou Hermès en tout cas, il envoie par la poste des demi-dieux et des dieux la tête de Méduse pour genre au nom des je pense que c'est Poséidon ou Zeus pour dire comme regardez là, non, ça je comprends pas ça. Fait que c'est un peu en fait j'ai été un peu cru là-dessus, mais Percy Jackson là-dessus il fait un peu sa petite bitch puis sa drama queen. Puis il fait comme, là, je suis pas content avec vous, fait que je vous envoie la tête de Méduse, soyez fiers de moi. Donc, c'est ça qui arrive avec la tête de Méduse. Dans le film, Percy rencontre Perséphone, tandis que dans le livre, il la rencontre seulement dans le 5e tome. Fait que des petites différences. Hormis Hadès, les dieux sont tous habillés d'événements antiques, tandis que dans le livre, dans les films, ils sont tous bien habillés avec justement la tunique classique, si on peut dire. Si vous imaginez les dieux grecs, la longue toge beige, c'est ça qu'ils ont dans les films. Tandis que dans les livres, ils ont tous des événements modernes. Je m'excuse, je lis en même temps mes notes. Un truc, c'est un des plus grands trucs importants du livre, n'est même pas mentionné dans le film, c'est l'importance de Chronos. Parce que dans le livre,
en gros, ok, je vous ai même pas expliqué c'est quoi le résumé du livre. En gros, dans le livre, l'histoire, en fait, c'est que il y a quelqu'un qui a volé l'éclair de Zeus. Et Zeus pense que c'est le fils à Poséidon. Donc, c'est à Percy de retrouver l'éclair pour le ramener et prouver que c'est pas Poséidon ou un de ses enfants qui aurait volé l'éclair. Et en fait, l'éclair a été volé par Luc. Luc est en relation, ben pas en relation, mais comme il participe au plan de Chronos. Chronos, il veut renverser les dieux grecs en place. Et Luc, dans le fond, il veut que ça change parce qu'il est pas content avec la façon dont les dieux ils règnent à ce moment-là. Donc, c'est Luc qui a volé l'éclair et ils ont blâmé justement le fils de Poséidon pour un peu semer le trouble là-dedans. Fait que le livre, la série de livres n'existerait pas sans Chronos. Parce que c'est lui qui commence tout, qui est à l'origine du complot. Tandis que dans le film, ça vient juste de Luc. Chronos, il est même pas mentionné. C'est vraiment Luc qui est pas content avec comment tout se passe. Fait que il veut juste semer le trouble. Il y a aussi dans le livre, c'est une des parties importantes, je dirais, dans tout ce complot-là. Arès comprend pas trop ce qu'il fait, mais genre lui aussi est fâché. Fait qu'il demande, il oblige en fait Percy, Annabeth et Grover à aller à Aqualand récupérer le foulard d'Aphrodite parce que Arès et Aphrodite ont été là-bas en petite date de façon cachée. Ils réussissent et le dieu, à un moment donné, leur donne un sac avec plein de produits utiles et ben justement, la foudre est cachée dans le sac. Mais pas totalement. En fait, c'est dès qu'ils arrivent aux enfers, il y avait comme une sorte de formule spéciale qui faisait en sorte que la foudre, dès qu'ils rentreraient aux enfers, la foudre apparaîtrait dans le sac, tandis que dans les films, j'ai parlé un peu plus tôt que Luc avait donné un bouclier à Percy. Ben, en fait, l'éclair était caché dans le bouclier. C'est comme ça que la foudre arrive aux enfers dans le film. Une autre petite différence justement par rapport à leur entrée aux enfers. Premièrement, quand ils réussissent à trouver l'entrée, dans le livre, il y a une file, faut vraiment qu'il soit mort, tout ça, mais ils réussissent quand même à déjouer c'est Caron, je pense, lui qui est à l'entrée des enfers. Tandis que dans le film, ils ont juste, genre, dans le fond, ils achètent Caron. Ils lui donnent des drachmes d'or. Dans le fond, c'est l'argent des demi-dieux et des dieux. Donc, ils achètent réellement leur entrée dans les enfers. Bref, c'est ça. Après ça, ok, justement, je vais revenir un peu sur les perles et sur la façon dont on les a trouvées. Ben, on a déjà dit que dans les livres, c'est un don de Poséidon, nanana. Tandis que dans les films, ben, il faut qu'ils les trouvent à différents endroits. Il y avait une des perles qui était chez Méduse. Il y en a un autre qui était à Nashville. Et il y en a une troisième qui était à l'hôtel des Lotus. Ils vont aussi à cet hôtel-là dans le livre. La raison est différente. Dans le fond, dans le livre, ils veulent simplement se reposer. L'affaire avec cet hôtel-là, c'est que l'hôtel est magique et ils veulent garder les personnes là le plus longtemps possible.
Et Percy Jackson s'en rend compte quand il fait la rencontre d'un garçon qui joue à un jeu. Puis le jeune dit « Ah, c'est le meilleur jeu de l'année. » Mais c'est un vieux jeu des années 80. Puis Percy est comme « C'est quoi le meilleur jeu de l'année? Il y en a des bien meilleurs qui se sont faits cette année, tu sais. » Puis ben réalise que ce jeune-là, il vit encore dans les années 80, puis ils ont un peu de l'amnésie. Puis ils réalisent pas dès que tu rentres dans cet hôtel-là, tu réalises pas tout le temps qui passe. Et après ça, il s'enfuit. Dans le livre, ils réussissent à s'enfuir et ils réalisent qu'il aurait seulement une journée pour trouver l'éclair et la rapporter à Zeus. C'est le même hôtel-là dans le film, en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est ça. C'est qu'ils vont à cet hôtel-là pour se reposer, mais aussi ils ont quand même une des perles à retrouver à cette place-là. Donc ils la cherchent activement. L'affaire, c'est que les serveuses là-bas leur servent c'est une sorte de dessert, genre, mais comme à chaque fois qu'ils en mangent, il y a une sorte d'euphorie. C'est quasiment comme des petits desserts avec du pot dedans. Tu perds le fil du temps, t'es plus tout vraiment toi-même, tout ça. Et encore une fois, c'est Percy, à un moment donné, Elise, il me semble ces desserts-là, ils me font de quoi? C'est pas normal. Et justement, ben, ils réalisent que c'est ces desserts-là, c'est pas normal. Nanana, et il s'enfuit aussi. Un peu la même chose que dans le livre. Il réalise que, en fait, il aurait seulement une journée pour trouver l'éclair et la rapporter à Zeus. Laissez-moi lire un peu encore mes notes. Je vais passer à autre chose. Qu'il y a une autre petite différence. Dans le film, l'entrée des enfers est en dessous des lettres géantes d'Hollywood. Fait que c'est celle qu'on voit dans quasiment toutes les films, en fait, et les grosses lettres d'Hollywood. Ben, c'est là qu'est l'entrée des enfers. Ça sera pas bien long, je lis un peu mes notes, puis je vous reviens. Ça, une autre petite différence dans le livre, ben, ça, pourquoi? Il y a Hadès qui est fâché. Dans le film, il est fâché parce qu'il aime pas ses deux frères, puis on dirait quasiment que c'est lui et Luc qui ont tout créé le plan, alors que dans le livre, c'est vraiment Chronos et Luc. Et Hadès, il est fâché, entre autres parce que justement, premièrement, il y a Zeus qui est fâché parce qu'on lui a volé son éclair. Et Hadès est fâché parce que son casque a été aussi volé. Personne n'en parle, il est fâché par rapport à ça. Puis il pense aussi que c'est un des enfants d'un de ses frères qui lui a volé. Dans le film, c'est Grover qui reste aux enfers à la place de la mère de Percy. Parce que ça, tu sais, dans le film, il rencontre Perséphone et ils sont des adolescents. Et justement, Perséphone dit « Ah, j'ai jamais été avec un satyre, j'aimerais bien ça. » Et ben Grover, il aime ça, se faire dire ça, fait qu'il décide de rester aux enfers. Tandis que dans le livre, ben ils ont juste 12 ans. Percy il se dit « Ok, ben je vais tout faire pour revoir ma mère. » On y va les trois ensemble, on repart des enfers ensemble, puis c'est ça. Aussi, il y a quand même une bonne différence. Dans le film, Percy affronte Luke au sommet de l'Empire State Building à la place de dans le camp des Sans-Mêlés. En fait, Percy, dans le film, il réalise seulement à la fin que Luke est un traître parce que c'est quand qu'il est rendu aux enfers qu'ils réalisent que l'éclair est caché dans j'arrête pas d'oublier mes mots, c'est le bouclier, c'est ça, c'est ça le mot que je cherchais, je m'excuse. Ça, tu sais, c'est plus vers la fin que
vraiment rendu aux enfers. Fait que c'est plus vers la fin de l'histoire que Percy se rend compte que l'éclair est caché dans son bouclier. Et c'est Luke qui lui a caché. Fait que veut pas, ça fait en sorte que c'est obligatoirement Luke qui est le traître. Tandis que dans le livre, c'est vraiment plus vers le début, à un moment donné, genre c'est quasiment vers la fin de l'été, juste avant la quête à Percy. Ils se préparent tous à partir et Luke demande à Percy de le voir à part. À ce moment-là, Percy se doute de rien, il aime bien Luke, donc il le suit. Et là, Luke lui fait la proposition d'être du bon bord, de son bord à lui. Percy se rend compte que Luke, c'est un traître. Ils se battent et Luke réussit à s'enfuir. Et mais ça, tu sais, ils se battent à deux moments différents, à deux emplacements différents. À la toute fin, genre c'est quand Percy va redonner l'éclair, dans le film, tous les dieux sont réunis, tandis que dans le livre, c'est juste Zeus et Poséidon. Et c'est ça. C'est pas mal tout ce que j'avais de noter. Je pensais que l'épisode allait être un peu plus long que ça, mais ben quand même, tu sais, c'est quand même quasiment 47 minutes. Ça fait déjà 47 minutes que j'enregistre, donc ça va faire quand même un bon épisode. Mais genre, je suis pas mal sûre que j'ai manqué des informations, des différences en fait. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires pour le dire. Ça, de toute façon, je vais faire un deuxième épisode sur les différences entre le deuxième tome et le film. Donc, j'en parlerai un peu. Je ferai un petit retour du premier tome si jamais j'ai manqué des informations. Mais c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à donner une note premièrement au podcast, à suivre le podcast si vous voulez justement écouter d'autres épisodes de ce genre-là. Et ben sinon, on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine!